peu de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque vous avez été effectivement secrétaire d'État chargé de l'économie, aux droits des hommes, de l'homme et au sport. Après. Et puis, je crois que Sylvie après transmettra le micro à 2-3 colistiers pour des interventions un peu plus techniques. Voilà, donc Sylvie, je te cède le micro. Merci. Merci Sylvain, merci Rama. Ce soir pour venir nous rejoindre à Créteil. Merci Olivier d'être là, Olivier Autor qui représente le Modem, qui nous a rejoints sur notre liste. Merci ce soir à Laurent Lafont, maire de Vincennes et président de l'UDI 94 d'être là, à Jean-Luc Cadebu, de l'UDI 94 et président du Parti Radical, d'être ce soir ici. Et merci aux représentants des jeunes de l'UDI 94 d'être là aussi. Il y en a d'autres jeunes qui arrivent, qui sont en temps partiel ce soir. Dès qu'ils ont terminé la fac de Créteil, ils nous rejoignent. Voilà, des jeunes de Créteil notamment. Alors, merci à vous tous d'être venus pour faire connaissance, ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente effectivement au municipal à Créteil. Alors, je vais passer maintenant la parole à Rama. Rama, qui est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime, quelqu'un de très brillant, qui a vraiment un grand avenir en France, je le dis, je le pense sincèrement. Rama qui va nous parler de ce qu'elle veut, et qui est là aussi pour répondre aux questions des uns et des autres. Et puis ensuite, donc 3 témoins, Brahim Elabi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous parlera de pécuniaire d'entreprise, Yvette Aboukrat, qui est enseignante, et qui parlera plus particulièrement de formation professionnelle, et Catherine Ardouin, qui est déléguée générale au Conseil général 94 de l'insertion économique, qui nous parlera, elle aussi, chambre de métier, emploi des jeunes. Voilà. Et puis ensuite, la parole à la salle. Je veux que ce soit très interactif, on passe le micro, on se dit les choses qu'on a envie de se dire, ce qui marche pas, comment on a envie d'améliorer, et nous, on est là pour répondre à vos questions. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Sylvie pour ton invitation. Je suis fière d'être à tes côtés pour ce combat pour Créteil dans le cadre de ces élections municipales. Je te souhaite le meilleur. Je pense que Créteil te mérite et tu mérites Créteil. Et c'est un combat que tu as engagé avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'engagement, c'est-à-dire tel qu'on te connaît. Et je suis ravie, en te voyant là, dans cette position de candidate, je suis ravie de te voir aussi à l'aise dans ton élément, comme si tu n'étais pas seulement la technicienne, au fond, que tu as décrit tout à l'heure. Tu as donc plusieurs visages, et je suis fascinée par ce nouveau visage que je vois, et vous avez bien de la chance. Et donc, j'espère qu'ils seront nombreux, les électeurs, à te soutenir. Je voudrais en profiter avant d'aller sur le fond des sujets pour saluer Laurent Lafont, que j'ai beaucoup de plaisir à fréquenter au Conseil régional, puisqu'on est collègues du Conseil régional d'Île-de-France, et qui préside la fédération UDI. Et que voilà, je suis vraiment très fière d'accompagner tout comme toi. C'est quelqu'un c'est un modéré, un calme et un passionné en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le feu en dessous. Et c'est un plaisir de travailler avec lui, et je suis toujours ravie de le retrouver. Et puis, bien sûr, Jean-Luc, notre cher ami du Parti Radical, que je côtoie également au Parti Radical, et qui, pour moi, est à la fois une source d'inspiration et en même temps il a un long parcours et qui connaît très bien les arcanes de la vie politique, et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et puis un salut à la bourse de stage tellement importante pour les jeunes qui effectivement ont besoin, quand ils n'ont pas de réseau familiaux ou autres, ont besoin de savoir à quelle porte il faut aller frapper pour saisir des opportunités. Moi je vais plus brosser un tableau d'ensemble pour au fond qu'on puisse échanger sur l'urgence de cette question de la jeunesse. C'est pas forcément une priorité pour les politiques, la jeunesse. Et je le dis en toute sincérité, et d'autant plus ravie que Sylvie considère ce sujet. Moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet. Je me rappelle la première fois que, je vais dire on m'attendait, je ne vais pas citer la personne pour ne pas la compromettre, de réfléchir sur les questions de jeunes.
parce que j'avais commencé sur les questions d'éducation, donc c'est tout à fait lié. On m'a demandé d'élargir sur les questions de jeunesse. Et c'était un représentant d'un parti politique que je ne nommerai pas. Et cette personne m'avait dit, alors j'ai demandé pourquoi la jeunesse. Elle m'avait dit parce que personne ne sait parler aux jeunes, personne ne s'intéresse aux jeunes dans le milieu politique, et puis c'est trop compliqué. Bon, donc merci du cadeau. Et je m'y suis collée. Et c'est vrai que c'était dur. C'est vrai qu'on a affaire à la population la plus abstentionniste, la plus éloignée du monde politique. C'est pas la moins politisée, hein, attention, mais c'est celle qui observe le milieu politique avec le plus de circonspection, qui se demande qu'est-ce que les politiques feront pour eux, que se pose même plus la question. Je ne mélange pas cette désaffection vis-à-vis du politique avec, avec le désengagement, parce que cette même jeunesse, elle est très engagée en fait, engagée dans les associations. Elle a association à la fois nationale comme étrangère, comme internationale, parce qu'elle a un désir de solidarité, de justice aussi. Donc, regardez juste l'armée française, qui est désormais professionnalisée. Quand on regarde, quand on voit qui meurt à l'armée aujourd'hui, sur les terrains où la France est engagée, terrains étrangers, ce sont des jeunes de 18-19 ans. Et au fond, de temps en temps, on découvre le visage d'un jeune homme de 18-19 ans qui est mort au front, en Afghanistan ou ailleurs. Et puis on passe à autre chose dans l'actualité. Mais c'est la jeunesse française, c'est cette jeunesse-là aussi qui meurt au front. Et il n'y a que la jeunesse française pour mourir au front, ou jeunesse d'autres pays, mais il n'y a que la jeunesse pour mourir au front. Donc on a un devoir vis-à-vis de cette population. Mais plus encore, on a un devoir vis-à-vis d'une population dans laquelle la nation a investi, à travers le premier budget de la nation, qui est l'éducation nationale. Et donc, quel dommage d'avoir au fond, quel gâchis économique et humain, d'avoir investi pendant tant d'années, pendant seulement 15 ans, 20 ans, dans une jeunesse qui fait des études de plus en plus longues et qui, au final, quand elle ne fait pas partie des 2% qui accèdent aux grandes écoles ou des 15% qui accèdent aux formations courtes telles les BTS, eh bien, se retrouve confrontée à un marché du travail essentiel. Essentiel parce que c'est une population qui est jeune, c'est une population qui à la fois étudie, travaille, ou connaît le chômage, ou la précarité. C'est une jeunesse à l'image de la France. Et même si effectivement Créteil est une ville à opportunité économique grâce aux industries, grâce aux différents secteurs qui font le dynamisme de cette ville, eh bien la question de la jeunesse dans une ville comme ça est absolument fondamentale parce qu'elle doit pouvoir y trouver sa place. Alors je laisserai le soin à Sylvie d'évoquer plus précisément, elle a des propositions très intéressantes pour évidemment aider les jeunes à s'intégrer économiquement dans la ville. Je pense à la pépinière d'entreprise que tu veux mettre en place, un travail compliqué, à la précarité, voire au chômage. Et puisque le taux de chômage des jeunes est à 25%, et la précarité, les chiffres est encore plus important. Et je pense que quand on a pris l'engagement vis-à-vis de cette jeunesse, de l'insérer économiquement, quelque part, on a pris un engagement moral. Et donc, on leur a dit, faites des études, faites des longues études, et en contrepartie, vous aurez un travail à la fin. Et en ne garantissant pas ce travail, eh bien, on trahit cette jeunesse-là. On ne tient pas le contrat moral. Je pense que le malaise du politique vis-à-vis des jeunes vient de ça, de ce contrat qui n'a pas été honoré. Quelque part, il y a de la mauvaise conscience dans la manière dont les politiques abordent les jeunes. Or, pour cette raison-là. Et je dirais même que les familles elles-mêmes, qui ont beaucoup investi, ont aussi mauvaise conscience parce que les jeunes restent du coup de plus en plus longtemps à la maison et sous la dépendance des familles. Ce n'est pas amusant pour ces jeunes, ce n'est pas amusant pour la famille, mais c'est quasiment souvent une obligation parce que le logement est trop cher. C'est une question aussi qui est très importante. La question parce que le travail est difficile à obtenir, parce qu'aller chercher des opportunités à l'étranger, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, cette question me semble d'autant plus importante que j'ai la conviction, au fond, que c'est l'angoisse profonde de la société française, elle vient de là. Les gens ne savent pas, les familles françaises ne savent pas toujours de quoi demain sera fait. Et pour la première fois depuis longtemps, on a le sentiment que nos enfants vivront moins bien que nous. Et ça, c'est pas très républicain comme sentiment. C'est pas très républicain comme situation. Parce que la République française, elle est fondée sur l'idée du progrès social, de l'ascenseur social. C'est-à-dire que par l'école,
par les études, il y a une forme d'intégration qui vous conduit à faire mieux que vos parents. Et l'investissement dans l'école, c'est aussi ça le but. Et quand il y a un dérèglement à ce niveau-là, c'est toute la société qui est bloquée. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions, effectivement, qu'ils s'abstiennent vis-à-vis des élections, ou quand ils ne s'abstiennent pas, lorsqu'ils vont voter, le premier parti pour lequel les jeunes votent, c'est le Front National. On dit toujours, ce sont les personnes les plus âgées. Ah ben non, le premier parti pour lequel votent les jeunes, c'est le Front National, et c'est les jeunes. Et là, ça pose question. D'autant plus qu'hier, ou avant-hier, il y a une étude qui est sortie, une étude magistrale à laquelle j'ai participé, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de participer, sur ce en quoi croient les jeunes d'aujourd'hui. Alors, ils sont toujours aussi révolutionnaires, je vous rassure, sauf qu'ils ont peur de sauter le pas. Autant leurs parents, ont sauté le pas, eux, ils ne peuvent pas se permettre, en fait, tout simplement. Et même qu'on a le sentiment que s'ils faisaient la révolution, ce serait une révolution conservatrice. Parce que quand on leur demande ce en quoi ils croient, ils disent la justice, tant mieux pour toi, Sylvie, la police et l'armée. Bon, c'est formidable, la justice, la police et l'armée. Et c'est très honorable de croire en ces choses-là, mais on aurait pu penser, je sais pas, qu'ils auraient cru en... Je sais pas, il y avait d'autres concepts, mais c'est ceux-là qui sont, au fond, des lieux de protection. Voilà, comme si l'inquiétude devait les mener vers ce type de refuge-là. Et pour nous, c'est très important de nous mobiliser pour la jeunesse. Et qu'on ne dise pas, et je vous avoue qu'il y a pas mal de politiques qui se disent cela. Et c'est pour ça que je suis très fière, Sylvie, que tu ne balayes pas cette question du revers de la main. 150 000 jeunes sortent de l'école sans diplôme, sans formation. Vous vous rendez compte qu'on dit toujours, oh ben on a 80% de génération qui arrive au bac. Et personne ne se préoccupe des 20% qui restent. Ils sont là-dedans, les 150 000 jeunes. Et cela, c'est une bombe à retardement. Parce que c'est pas normal. Que quand on a 80% des générations qui arrivent au bac, il y en ait 20% encore, ce qui est un chiffre conséquent, qui n'y arrivent pas. Et c'est pas parce qu'ils sont moins intelligents que les autres, c'est pas parce qu'ils sont moins bons, c'est qu'il y a eu un dérèglement dans notre système éducatif qui font qu'ils se retrouvent rejetés. Et sur les 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation, 80% d'entre eux ont fait partie de ces jeunes, de ces enfants qui ne savaient ni lire ni écrire en entrant en 6e. Donc vous avez un lien entre ce qui se passe au primaire et ce qui se passe à la fin du collège. Et ce lien, il est rarement fait parce qu'on est dans un système de collège unique, où de toute façon, le collège unique veut que, vous entrez en 6e, on va vous conduire jusqu'à la 3e, et le plus vite possible, parce que, voilà, c'est le collège unique qui veut ça. Et donc, si vous avez même 7 sur 20 de moyenne, eh bien, on va vous faire passer le plus vite possible pour que vous sortiez du système le plus rapidement. Donc, vous allez passer les classes, et quand vous avez 9 sur 20, là, vous allez faire votre redoublement. C'est tout à fait incompréhensible, mais c'est une des absurdités du collège unique. Il n'y a pas, à un moment donné, un système qui vous rattrape, parce qu'on n'admet pas l'idée, au fond, d'établir des rythmes différents. Moi, je pense qu'il faudrait, sur certaines matières fondamentales, c'est-à-dire le français, les mathématiques par exemple, il ne faudrait pas hésiter à faire au sein de la classe des niveaux d'apprentissage. Parce que quand vous décrochez, on peut vous rattraper. Mais là, dans un système comme ça de collège unique, quand vous décrochez, on ne vous rattrape plus. C'est terminé. Et donc, quand vous avez des parents qui ont les moyens de faire appel à des boîtes de soutien privé, là, il n'y a absolument aucun problème, parce qu'ils vont payer ce qu'il faut pour que vous ayez des cours de soutien privé. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, comment ils font? Comment ils font pour être rattrapés? Eh bien, ils se débrouillent, ou bien ils ne sont pas rattrapés. Et vous avez là, la source du caractère profondément inégalitaire d'une école républicaine qui n'aurait jamais dû être inégalitaire. Parce que ce n'est pas son inspiration. Et vous ajoutez à ça une philosophie de l'école qui s'est développée ces dernières années, qui effectivement, où on remet en cause l'excellence, les notes, la discipline, l'autorité, la laïcité, où on traite les élèves comme des futurs citoyens. Ils auront le temps d'être citoyens. Et je pense qu'à l'école, il ne faut pas les considérer comme des citoyens. Parce que, du coup, ils vont venir avec leurs revendications particulières, avec leurs droits, parce qu'ils n'ont que des droits, aucun devoir. Et ils vont arriver avec, comment vous dire, comme l'école s'est ouverte aux 80, puisque l'école devait être à l'image de la société, donc moderne,
On a fait rentrer dans l'école des tas de sujets, comme des discussions, comme les religions, contrevenant là un des principes les plus fondamentaux de l'école républicaine, c'est la laïcité. On a fait rentrer les policiers, parce que bon, il y avait du désordre et que les profs ne s'en sortaient plus, donc les policiers rentrent aussi dans l'école. C'est l'école que je considère comme un territoire sacré, c'est-à-dire qui devrait être fermé à la société et où le face-à-face devrait se faire entre le professeur qui est sur une estrade qui, vous aurez marqué, a disparu des classes, parce qu'on est dans une démocratie scolaire, vous comprenez. Et donc, vous avez après les policiers, les juges sont rentrés. Pardon, mais les juges sont rentrés, ils n'auraient jamais dû rentrer dans l'école. Au moment de l'affaire du Val-de-Creil, au lieu qu'un règlement intérieur puisse simplement signifier que ce n'était pas possible de porter le voile au sein de l'école, on a fait appel au Conseil d'État. Enfin, c'était la même chose parmi l'éducation nationale. Évidemment, c'est devenu un débat de société. Et donc, le débat de société idéologique qui agite le pays, il a agité les classes aussi. Et donc, c'était grave, ça aussi. Après, on a fait rentrer les managers, les entreprises. Parce que c'était sous prétexte de nourriture saine. Il faut arrêter avec les barres chocolatées, il faut leur donner du yaourt et des pommes. Donc, du coup, Danone et tout sont tous rentrés avec les appareils, les machines, des distributions, tous rentrés, voilà, ils ont fait leur business. Et puis, on a fait rentrer les avocats, tiens. Parce qu'évidemment, les élèves souffraient en classe, et donc les avocats ont commencé à créer des livres pour dire, voilà, vous avez des droits, chers élèves, et si on vous prive de votre portable, vous pouvez porter plainte, ça existe. Et les parents, d'ailleurs, ne vont pas hésiter. Pardon, c'est peut-être pas très populaire de dire ça. Les parents ont un pouvoir que je trouve excessif, parce qu'au fond, ils contestent aussi l'autorité du professeur. On le voit avec plein d'affaires qui finissent en justice. Et puis, qui est encore rentré? Ah oui, la théorie du genre, c'est le dernier truc. C'est rentré. Moi, je suis vraiment de la lutte contre l'homophobie. Et j'avais été, d'ailleurs, j'ai eu la grande joie et surprise d'avoir été qualifiée quand j'étais au gouvernement la personne la plus gay-friendly. J'étais très fière de ça. Parce que ma famille s'y attendait pas, croyez-moi. Mais la théorie du genre à l'école, là encore, on fait rentrer des débats qui agitent la société, mais qui ne devraient pas agiter les petits cerveaux de nos enfants, qui ont autre chose à faire, comme lire, écrire, compter, plutôt que de s'interroger sur le sexe des anges. Et donc, à partir de là, on a entériné des options diverses et variées, qui vont de l'hygiène buccale à la sécurité routière, donc aux religions, etc., qui ont pris de la place, au fond, sur les cours fondamentaux, les savoirs fondamentaux. Et résultat, on a déstructuré les cerveaux, où il y avait de moins en moins de choses qui rentraient dedans, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient proposées par des professeurs, d'ailleurs dépassés par la situation, puisqu'ils n'avaient pas été formés à ça. Donc, comment vous étonnez que ils savent bien écrire, oui, et qu'au final, évidemment, ne s'en sortent que ceux qui ont un soutien des cours privés, ceux qui ont des parents professeurs ou enseignants, ne s'en sortent au fond que ceux qui connaissent les réseaux, parce que c'est des réseaux quand même, tout ça, la République et tout ça, il y a quand même des réseaux derrière. Donc, il faut être bien informé pour savoir qu'il faut prendre telle filière, qu'il faut déposer son dossier à telle date, tout le monde ne le sait pas. Et donc, on a entériné une certaine forme d'inégalité entre les écoles qui ont compris qu'il ne fallait surtout pas une école publique de ce genre. Donc, ils sont souvent dans les centres-villes, avec des hauts murs en béton, bien montrer, eux, qu'on fait une séparation entre l'école et le reste de la société. Et puis, il y a les estrades dans ces écoles-là. Et puis, dans ces écoles-là, on continue à écrire au tableau noir. Dans ces écoles-là, on continue à avoir des notes. On continue à promouvoir l'excellence. Et puis, vous avez, de l'autre côté, les autres écoles, voilà, qui répondent à une philosophie que je pense se sont plus tard et qui, au fond, à libéraliser l'école. Et puis, vous avez une troisième catégorie, les zones d'éducation prioritaire, qui n'ont de prioritaire que le nom, mais là on aura une autre occasion de s'y attarder. Donc, quand vous avez un système éducatif comme ça, dans cet état, je pense que toute l'énergie de la nation devrait être concentrée sur cette question fondamentale. Parce que vous vous concentrez sur cette question fondamentale, vous allez régler derrière à la fois les problèmes économiques et les problèmes de citoyenneté qui se posent au sein de notre nation. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'au-delà des questions qui touchent à la création de bourses de stage, de pépinières d'entreprise, toutes ces choses-là, il faut aussi garder en tête qu'à travers ces propositions, on veut promouvoir un certain modèle d'éducation pour nos enfants, je dirais plus simplement d'instruction publique. Et honnêtement, c'est ma conviction intime
Et je pense que c'est la conviction de beaucoup de parents